Bonsoir à tous, bienvenue dans l'entretien de la rédaction de NCI. Ce soir, nous avons un invité de marque, Sergio Pimenta, vice-président régional de la Société financière internationale pour l'Afrique, qui s'apprête à quitter ses fonctions après plusieurs années passées à piloter les financements de la SFI sur le continent africain. Sous son leadership, la RCFI a joué un rôle important en soutenant des projets stratégiques dans des domaines clés comme la finance, l'infrastructure ou encore l'agriculture. Et alors qu'il effectue une visite d'adieu en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire, nous avons saisi l'opportunité pour revenir sur son parcours et faire le bilan de ses actions, parler des défis rencontrés et surtout des perspectives. Bonsoir Sergio Pimenta. Bonsoir Evelyne. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir avec vous. Je suis ravi d'être là. D'accord, nous aussi. Alors, avant de commencer cet entretien, on va regarder un élément vidéo qui retrace un peu votre parcours professionnel. NCI reçoit ce soir, dans l'entretien de la rédaction, Sergio Pimenta, le vice-président régional Afrique d'IFC, qui est la Société financière internationale, une organisation du groupe de la Banque mondiale consacrée au secteur privé. De nationalité portugaise et française, il est titulaire d'un diplôme d'ingénieur de l'École polytechnique de Paris et d'un diplôme de 3e cycle de l'École nationale des ponts et chaussées de Paris. Il dirige toutes les opérations d'investissement et de conseil dans la région. Notre invité est à la tête d'un portefeuille d'engagement de 17 milliards de dollars et d'une équipe de près de 800 personnes, dont l'objectif est de mobiliser le secteur privé autour de défis urgents du développement dans les domaines de la finance, des industries manufacturières, de l'agroalimentaire, des services et des infrastructures. Auparavant, il a été le directeur mondial pour les secteurs de l'industrie manufacturière, de l'agroalimentaire et des services, après avoir été basé à Hong Kong pendant 3 ans comme responsable régional pour l'Asie de l'Est et le Pacifique. Sergio Pimenta a rejoint le groupe de la Banque mondiale en 1996 dans le cadre du programme des jeunes professionnels, après avoir travaillé pour la direction du Trésor, du ministère français des Finances, ainsi que pour la Banque nationale de Paris, BNP. Alors, comme on l'a vu, vous avez un parcours, une longue histoire avec la Société financière internationale. Avant d'aller en profondeur, on aimerait d'abord savoir c'est quoi cette institution, c'est quoi la SFI, quelle est sa mission en Côte d'Ivoire. Donc la SFI est en fait une institution du groupe de la Banque mondiale et c'est l'institution qui se concentre sur le développement à travers le secteur privé, donc qui soutient le développement du secteur privé avec des financements, avec des services de conseil. Donc ce que nous faisons, c'est que dans les pays émergents, nous apportons du financement à long terme, du financement qui aide les entreprises à créer de l'emploi, à créer de l'activité économique, à contribuer au développement des communautés et des pays où ces entreprises sont. Donc voilà ce que fait la Société financière internationale. Et qu'est-ce qui vous différencie de la Banque mondiale? Donc nous faisons partie du même groupe, mais la grande différence entre nos deux institutions, nous sommes institutions, nous disons sœurs, nous travaillons ensemble, c'est que nous finançons le secteur privé, la Banque mondiale finance le secteur public, les gouvernements. Donc ce sont deux instruments avec un même objectif, qui est un objectif de développement durable pour les pays où nous travaillons. D'accord. Alors, vous apprêtez à quitter vos fonctions, comme je l'ai dit à l'introduction de cette émission. Quel est le sentiment qui vous anime? Écoutez, il y a toujours une certaine tristesse quand on quitte une fonction qui nous a plu. J'ai eu l'honneur et le privilège d'être vice-président pour l'Afrique pendant plus de 7 ans, donc une période très mouvementée en termes de changements au travers le monde. Nous avons connu la pandémie, nous avons connu un nombre de situations, notamment en question de développement économique. Donc pendant cette période-là, j'ai eu le plaisir, l'honneur de piloter, comme vous dites, cette équipe de la SFI à une période charnière de l'institution, parce que nous avons réalisé il y a quelques années qu'il fallait vraiment que nous fassions beaucoup plus en Afrique. Et donc quand j'ai pris mes fonctions, nous avions une équipe d'à peu près 400-500 personnes, nous faisions à peu près 4 milliards de dollars d'investissement par an, et nous étions très concentrés sur quelques marchés, sur 5 pays principalement, mais bon, nous essayons de faire plus. Et depuis, nous avons fortement augmenté nos opérations, nous avons augmenté nos équipes, nous sommes près de 800 000 personnes maintenant,
continent. Mais de façon importante, nous avons augmenté nos engagements. Nous sommes passés l'année fiscale dernière à 14,2 milliards de dollars, donc un montant nettement plus fort que ce que nous faisions il y a quelques années. Et ce qui est très important, beaucoup plus, j'allais dire, répandu sur l'ensemble du continent. Nous avons investi dans 45 pays en Afrique, donc vraiment des pays des quatre points du continent. Nous avons vraiment fait beaucoup plus. Et dans des secteurs qui sont, je crois, très stratégiques en termes de soutien à la création de l'emploi de qualité, de l'emploi durable, non seulement pour les économies où nous sommes, mais tout particulièrement en ciblant les femmes, les jeunes, les populations qui ont le plus besoin de notre soutien. D'accord. Et ça se voit, vous avez fait beaucoup de choses sur le continent africain. On va revenir peut-être au cas particulier de la Côte d'Ivoire. Vous êtes ici dans le cadre d'une visite d'adieu. Est-ce que vous avez marqué ce départ-là par des actions, par des signatures, par des accords de partenariat? Qu'est-ce qui marque véritablement cette visite d'adieu? Tout à fait. D'abord, laissez-moi dire que je suis très heureux de revenir en Côte d'Ivoire. C'est un pays qui m'a toujours été très cher. Et au cours de ma carrière, j'ai eu de nombreuses opportunités de travailler et de venir en Côte d'Ivoire. Donc, je suis très content de terminer un peu mon travail à la SFI par une visite ici. Ça a permis d'échanger avec les autorités, avec nos partenaires, avec nos clients, avec la société civile, un peu sur le bilan de ces dernières années, ce que nous avons fait. Nous avons toujours été actifs ici, mais nous avons fortement augmenté nos engagements en Côte d'Ivoire. Et c'était aussi l'occasion de marquer quelques signatures de projets qui, à mon avis, sont un peu emblématiques de ce que nous faisons. Nous avons par exemple signé hier la toute première opération que nous faisons en Afrique de l'Ouest dans le secteur de l'habitat abordable. Okay. Donc vous savez, c'est un problème d'envergure et nous avons signé avec une société marocaine, en présence de son Excellence Monsieur le Premier ministre, un accord qui va apporter un financement pour cette entreprise et qui va construire près de 6000 logements, 5600 logements pour être exact, avec le financement que nous apportons et donc renforcer leurs activités en Côte d'Ivoire. Ça, c'est pour moi une signature d'un projet intéressant qui a pris un certain temps à préparer, parce que ce n'est pas simplement le financement qui compte, c'est aussi travailler avec les autorités sur les aspects réglementaires, travailler avec différents partenaires sur les questions, l'accès aux matériaux de construction, de l'accès à la terre, etc. Donc un travail de fond que nous avons mené au cours d'un nombre d'années, et j'étais vraiment très content de pouvoir signer cet accord hier au cours de ce voyage. Et de formaliser cela avant votre départ. Vous avez parlé d'augmentation d'investissement en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Pourquoi la Côte d'Ivoire et pourquoi était-ce nécessaire d'augmenter vos actions? Alors, c'était nécessaire d'augmenter nos opérations parce que, si vous voulez, nous répondons à une demande de soutien pour le développement des pays où il y a encore un certain taux de pauvreté ou pour lequel il faut améliorer la vie des citoyens et des citoyennes. Alors en Côte d'Ivoire, nous avions été très actifs dans le passé, et nous continuons à l'être, sur le secteur de l'énergie. C'était un secteur où nous avons beaucoup financé. Près de 50% de la capacité installée d'énergie, de génération électrique en Côte d'Ivoire a bénéficié d'un financement de la SFI. Donc nous avons été très présents dans ce secteur. Mais nous avons réalisé aussi qu'il fallait aller au-delà, notamment sur un des secteurs qui est un secteur clé de l'économie ivoirienne, qui est le secteur de l'agriculture et de l'agrotransformation, de l'agroalimentaire. Pourquoi? On voit beaucoup d'exportations de produits bruts et ce qu'il faudrait pour aider au développement du pays, pour créer des emplois de qualité, il faut aider à soutenir les entreprises qui peuvent transformer ces matières premières agricoles dans le pays et exporter des produits semi-finis, voire même finis. Donc un travail de fond au niveau d'un certain nombre de chaînes de valeur agricoles. Nous avons travaillé là-dessus, nous avons fortement augmenté nos engagements, notamment le secteur évidemment du cacao, mais d'autres secteurs aussi qui sont importants dans le secteur agricole en Côte d'Ivoire. Donc nous avons élargi notre palette. Nous avons, au cours des 5 dernières années, depuis la pandémie, nous avons déployé plus de 2,5 milliards de dollars en Côte d'Ivoire. Et cette année fiscale où nous sommes à peu près aux 3/4 de cette année fiscale, puisque nous commençons au 1er juillet, nous sommes déjà à presque 700 millions de dollars, donc nous allons avoir une année record en termes de financement, concentré, c'est vrai, beaucoup sur le secteur agricole, mais pas seulement. J'ai signé ce matin, j'ai vraiment eu le plaisir ce matin de voir 4 signatures de projets avec des institutions bancaires pour soutenir les entreprises de petite taille, donc les petites et moyennes entreprises. Nous avons fortement augmenté notre engagement pour soutenir les petites et moyennes entreprises. Nous les avons doublés depuis 2019, si mes chiffres sont corrects. Nous avons doublé le nombre d'entreprises de prêts qui sont donnés à les petites entreprises, et tout particulièrement les toutes petites entreprises, puisque nous avons déployé au cours de l'année dernière plus de 330 000 prêts
aux toutes petites et moyennes entreprises, donc ce qui est quand même quelque chose d'important en termes de création, d'avoir un impact direct sur la vie des Ivoiriens et des Ivoiriennes qui, avec l'accès au financement, peuvent développer leurs activités, développer leurs affaires et justement contribuer au développement économique, créer de l'emploi, et ça c'est très important, c'est au cœur de notre mission. Effectivement, mais quels sont les mécanismes d'accès au financement? Comment une petite entreprise fait pour capter les fonds de la Société financière internationale? Donc, la Société financière internationale, nous sommes une institution financière, comme notre nom l'indique. Donc, nous faisons des financements, des prêts, des investissements en capital, des garanties et d'autres instruments financiers. Alors, nous le faisons soit de façon directe, soit pour les petites et moyennes entreprises, principalement à travers des intermédiaires, notamment des sociétés bancaires, mais également des entreprises de microfinance. Et donc, ce que nous encourageons aux entreprises, c'est d'approcher ces banques, sachant qu'elles ont des facilités de notre part, où nous prenons une part du risque, où nous prenons une part du financement. En fait, il y a différentes structures financières qui peuvent être mises en place. Et ça permet aux petites et moyennes entreprises, justement, d'avoir accès au système bancaire, alors que certaines banques, peuvent le faire, mais avec peut-être un peu plus d'hésitation. Avec notre participation et notre prise de risque avec eux, ça les encourage à faire plus. Et ce qui est important également, je voudrais mentionner, c'est que nous faisons de l'accompagnement de ces financements avec ce que nous appelons des services de conseil, où nous aidons les banques à mieux comprendre le tissu des petites et moyennes entreprises. Comment est-ce que vous les analysez? Comment est-ce que vous mesurez le risque? Comment est-ce que vous différenciez entre différentes entreprises? Et ça permet aux banques d'être plus à l'aise avec le risque des petites et moyennes entreprises. Nous le savons tous que c'est souvent les entreprises qui ont le plus de difficultés en termes de croissance et autres, mais ce sont aussi elles qui sont vraiment le sang de l'économie, l'énergie de l'économie. Donc, avec ces mécanismes à la fois de financement, d'accompagnement en termes de conseil, ça nous permet de vraiment encourager beaucoup plus de financement à arriver aux petites et moyennes entreprises. Et qui définit les critères d'accessibilité à ces différents prêts? Est-ce que vous travaillez avec le secteur privé, notamment les banques que vous venez de citer, ou vous laissez la latitude à ces structures-là de fixer les critères? En fait, la question, pour la résumer, c'est comment on fait pour que ce soit inclusif, suffisamment inclusif? Alors, justement, la question des critères est très importante parce que souvent, une entreprise va voir une institution bancaire et n'est pas à même de remplir ces critères. Donc, il y a deux choses que vous pouvez faire. Un, vous travaillez avec la petite entreprise pour l'aider à remplir ces critères, notamment quand il s'agit de reporting, donc d'avoir des comptes financiers, d'avoir des mécanismes de gouvernance qui sont des mécanismes que les banques peuvent être confortables. L'autre chose que vous pouvez faire, que nous faisons également, c'est justement si on partage le risque avec la banque, ça nous permet de nous mettre d'accord avec la banque sur des critères qui vont être plus souples, puisque pour la banque, le risque va réduire. Donc ça permet de dire, voilà, vous faisiez financement des entreprises qui remplissaient le critère A, B, C, eh bien on va modifier ce critère pour le rendre plus flexible, de manière à ce que les entreprises puissent accéder au financement. Nous, ce qui est important, c'est de soutenir les entreprises, sont des entreprises, j'allais dire citoyennes, c'est-à-dire qui regardent aux questions environnementales, qui contribuent à payer leurs taxes, qui ont des comptes qui sont transparents, etc. Donc c'est vraiment sur ces aspects-là que nous travaillons beaucoup pour améliorer, la bancabilité du réseau des petites et moyennes entreprises. D'accord. Cet entretien a pour but, vous le savez, de faire un peu le bilan de vos actions. Si on vous demandait quels sont vos principaux succès en Côte d'Ivoire, les projets ou les actions que vous avez menées, mais qui sont pour vous véritablement des success stories qu'il faut absolument raconter, ce serait quoi? Écoutez, je suis très content de dire que la SFI a eu heureusement beaucoup de success stories en Côte d'Ivoire, et ce pour un bon nombre de raisons. D'abord, nous avons de très bons partenariats, que ce soit avec des autorités, les entreprises du secteur privé, la société civile et autres. Et nous avons, vous savez, beaucoup utilisé la Côte d'Ivoire, j'allais dire, comme un laboratoire d'innovation. Donc il y a un certain nombre de projets innovants que nous avons développés ici et qui ensuite ont été répliqués ailleurs. Je mentionnais tout à l'heure le secteur agricole. Tout à fait. Tout le travail que nous avons fait sur le soutien d'un certain nombre de filières de cacao, filières agricoles, d'anarcade, etc. C'est un travail où nous allons vraiment jusqu'à l'agriculteur, à l'agricultrice, avec une grande focalisation aussi sur la question du genre. Et ça, on a pu le répliquer. On l'a fait ici, on a apporté du financement, de l'assistance technique, et on a pu le répliquer dans un grand nombre de pays africains. Ça, pour moi, c'est un grand succès pour notre institution.
solutions avec le travail avec les autorités, avec les associations d'agriculteurs, avec les entreprises du secteur et évidemment aussi avec nos collègues et amis de la Banque mondiale. Donc un travail assez complet que nous avons pu faire. Un autre exemple, si vous me permettez, que je donnerai parce que c'est un projet très intéressant, c'est dans le secteur de l'énergie. Comme je vous disais, nous avons fait il y a quelques années beaucoup d'investissements dans la génération, la production d'énergie. Mais vous savez qu'en Côte d'Ivoire, même si la Côte d'Ivoire a réussi une transformation de son secteur qui est vraiment très à l'avant par rapport à l'ensemble du continent africain, il y a encore une part de la population qui n'a pas accès à l'électricité. Même si c'est plus qu'un petit pourcentage de la population, il ne faut pas les laisser, il faut les aider, il faut trouver des mécanismes pour aller justement financer les personnes qui sont hors réseau, qui n'arrivent pas à avoir accès au réseau électrique. On a lancé ici une initiative avec une entité appelée PEPT, ici en Côte d'Ivoire, où nous avons monté une structure financière un peu sophistiquée avec une émission de titres, etc., pour permettre aux ménages qui ne sont pas connectés d'avoir un financement et de pouvoir être connecté tout de suite. Et ensuite, grâce à notre mécanisme, au lieu de payer ce financement immédiatement, c'est payé sur une période d'année, donc c'est amorti sur une période d'année, donc ça permet à la fois à ces ménages d'accès à l'électricité alors qu'ils n'ont pas les moyens de le faire aujourd'hui. Et avec ce projet-là, on a réussi à atteindre 800 000 ménages en Côte d'Ivoire. Donc vraiment, j'allais dire, atteindre la dernière partie de la population qui n'avait pas accès à l'électricité. Vous savez, l'accès à l'électricité en Afrique est très important. La Côte d'Ivoire a un modèle qui fonctionne, qui est un modèle, je pense, que beaucoup de pays africains regardent et souhaitent émuler. Et nous avons, par exemple, cette année, avec la Banque mondiale, avec également le groupe de la Banque africaine de développement, lancé une initiative qui s'appelle Mission 300, où nous avons affiché une ambition de connecter 300 millions d'Africains au réseau électrique sur les 600 millions qui n'ont pas accès au jour d'aujourd'hui. Donc ça a été une initiative qui a été lancée il y a à peu près un an lors des assemblées de printemps de 2024 à Washington. Et depuis, nous avons fait beaucoup d'efforts, beaucoup de progrès, beaucoup d'avancées. Et nous avons maintenant des compacts par pays dans environ 13 pays. Et là maintenant, nous allons faire une deuxième vague, justement, où on déploie des ressources pour donner accès à l'électricité à toutes ces populations. Ce qu'on a fait en Côte d'Ivoire est une base de connaissances, une base d'expérience très forte qui nous permet maintenant de faire des projets similaires dans l'ensemble des autres pays africains où nous travaillons. Revenons sur la question de l'énergie, donc l'accès à l'électricité des populations, on va dire, en zone rurale ou dans des zones reculées. Toujours sur cet aspect, avec la part des investissements et de l'appui qui est apporté, il y a la partie de cette population qui a accès à l'électricité, mais qui, elle, estime que le coût est élevé. Quelle est votre analyse? Alors, c'est très important parce que, vous savez, on dit toujours accès à l'électricité, mais il faut que ça soit un accès qui soit abordable, que les usagers puissent payer les tarifs qui sont proposés. Donc il y a plusieurs choses qui sont faites. La première, c'est que nous soutenons des sources d'énergie à plus faible coût, notamment quand on voit l'évolution de tout ce qui est énergie renouvelable, où le coût de production électrique est maintenant a beaucoup baissé. Et nous avons justement en Afrique lancé il y a quelques années une initiative, et on est en train de la développer ici en Côte d'Ivoire, qui s'appelle Scaling Solar. Donc il s'agit de prendre l'énergie solaire à échelle, où nous avons réussi, à travers des mécanismes de soutien de la Banque mondiale, apportant des structures qui rassurent les investisseurs, de réduire le coût de production d'électricité. Donc si le coût est plus bas, vous pouvez vendre l'électricité beaucoup moins cher aux usagers. La deuxième chose que nous faisons, c'est au niveau de la régulation, au niveau de ce que font les entreprises de distribution d'électricité, c'est de regarder avec elles comment est-ce que les tarifs sont adaptés. Vous savez, les tarifs ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Vous pouvez faire des tarifs plus bas pour les populations plus défavorisées. Donc avoir des mécanismes de tarification qui sont des mécanismes plus justes. Et la troisième dimension d'effort que nous sommes en train vraiment de poursuivre aujourd'hui, c'est de voir comment est-ce que l'on peut apporter plus de secteur privé, notamment dans la transmission électrique, puisque là, il y a encore beaucoup dans l'ensemble de l'Afrique, c'est quand même très dominé par le secteur public.
Et si vous amenez le secteur privé, ça permet plus d'efficacité, moins de pertes au niveau technique ou autre, et donc de réduire encore une fois le coût. À la fois, vous avez baissé le coût de la production, le coût de la transmission, donc pouvoir proposer aux populations une électricité qui a un coût qu'elles peuvent se permettre. D'accord. J'aimerais qu'on parle du secteur privé, qui est le secteur avec lequel vous travaillez, le secteur que vous soutenez. Quelle est votre analyse du rôle du secteur privé en Côte d'Ivoire dans le développement économique de la Côte d'Ivoire? Je pense que le rôle que le secteur privé joue et peut jouer en Côte d'Ivoire est absolument considérable. Quand on regarde l'évolution des économies, non seulement en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest, mais j'allais dire sur l'ensemble de l'Afrique, voire même l'ensemble du monde, on se rend bien compte que les autorités, les budgets de l'État, même s'il y a une bonne croissance, même s'il y a une bonne discipline fiscale, il y a une limite au montant que les États peuvent investir sur le développement. Or, les populations croissent, les besoins de développement croissent, donc il est important qu'il y ait des investissements. Okay. Si le public ne peut pas le faire, il est très important d'apporter le privé pour compléter ces opérations et pour jouer un rôle dans le développement d'un pays. Et ça, c'est ce que nous voyons à travers l'Afrique. Une des raisons pour lesquelles nous avons si fortement augmenté nos opérations au cours des dernières années, c'est parce qu'en fait, nous accompagnons un phénomène d'augmentation de présence du secteur privé en Afrique, de qualité. Et donc c'est vraiment sur cet aspect-là que nous nous focalisons et que nous avons vu beaucoup d'opportunités de soutenir plus un secteur privé. En Afrique, nous avons lancé également une initiative qu'on appelle des champions locaux, c'est-à-dire que nous essayons d'identifier les entreprises africaines, non pas des toutes petites, mais pas non plus des très grandes, des entreprises moyennes qui ont le potentiel de croître. Okay. Et donc on a commencé à travailler avec elles beaucoup plus tôt que ce qu'on faisait avant, avec de l'assistance technique, avec du financement, et les aider justement à devenir des entreprises d'une grande taille qui peuvent se développer non seulement dans leur pays, mais dans leur sous-région, dans leur région, voire à travers le continent. Donc je vois un secteur privé de qualité, je connais beaucoup d'entrepreneurs en Côte d'Ivoire, hommes et femmes, je suis toujours impressionné par leur capacité à gérer des entreprises, à les faire croître, à créer de l'emploi, et moi je suis très optimiste sur le secteur privé en Côte d'Ivoire. D'accord. Et vous avez parlé en Afrique des champions locaux. En Côte d'Ivoire, on parle des champions nationaux. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, vous avez soutenu le développement de champions nationaux? Nous travaillons avec un nombre d'entreprises locales. Il y a beaucoup d'entreprises en Côte d'Ivoire qui non seulement interviennent sur le marché du pays même, mais à travers la région et donc la sous-région. Et nous travaillons avec elles. Nous avons des entreprises dans le secteur agricole, dans le secteur de la construction, dans le secteur de la santé, dans le secteur d'autres secteurs, ce que nous soutenons. On voit vraiment de très bonnes entreprises et on est très content de pouvoir les soutenir. Les défis financiers en Côte d'Ivoire incluent la bancarisation, l'accès au crédit élevé, le soutien aux PME. Quelles sont les actions que vous avez menées, en fait, que la SFI a menées sous votre mandat pour y remédier? Alors, si vous voulez, on regarde toujours dans chaque pays, et la Côte d'Ivoire est un bon exemple, on définit ce qu'on appelle une sorte de stratégie pays, c'est-à-dire on discute avec les autorités, le secteur privé, nos partenaires, où est-ce que nous, on peut aider à améliorer le développement économique du pays. Okay. Et ça commence par un diagnostic des problèmes, des défis. Voilà. Parce que c'est quand on regarde ça, et on regarde également les opportunités, c'est-à-dire les secteurs qui ont le plus grand potentiel de croître, etc. Donc quand on parle l'accès au financement, c'est un sujet, j'allais dire, panafricain, voire mondial. Les petites entreprises ont toujours eu plus de difficultés à accéder au crédit que les grandes entreprises. C'est vrai partout au travers le monde. Donc on a regardé comment est-ce que l'on peut les aider à avoir plus de financement. Je parlais tout à l'heure des partenariats qu'on a signés ce matin, donc où justement on travaille avec des banques, etc. Mais il y a également un autre volet qui est très intéressant, qui est tout ce qui est le développement des marchés de capitaux. Parce que l'Afrique, on voit très souvent, il y a une certaine épargne qui se constitue, mais cette épargne n'arrive pas à être transférée aux entreprises qui font des activités productrices. Donc les marchés de capitaux sont là pour ça, et les marchés ont besoin d'être plus développés. Donc nous travaillons, en plus de ça, en Afrique de l'Ouest, vous avez on a la chance d'avoir des entités sous-régionales, donc qui peuvent travailler sur l'ensemble de la sous-région. Et donc nous avons, par exemple, avec une des banques que je mentionnais, on a émis un titre qui est en fait des obligations qui sont destinées à des financements d'entreprises détenues par des femmes. Donc des opérations très spécifiques où on fait à la fois,
on apporte du financement, si on en a besoin, mais en même temps, on aide le marché de capitaux à se développer. Et quand il se développe, vous allez avoir de plus en plus d'acteurs qui, au lieu d'aller voir les banques, vont aller voir les marchés pour faire des émissions obligataires, et donc qui complètent. Ce sont des instruments qui se complètent très bien, avec des particularités, chacun avec des avantages pour des situations différentes. Et donc, le travail sur le développement des marchés de capitaux fait partie des actions. Mon équipe et moi-même, nous avons beaucoup travaillé dessus au cours des dernières années, et notamment en Afrique de l'Ouest. D'accord. La Côte d'Ivoire, le secteur privé se porte bien, c'est ce que vous avez dit. La Côte d'Ivoire, centre d'innovation également, donc qui essaye de développer des projets que vous implémentez sur le continent africain. Mais quelle analyse faites-vous de ce secteur privé en termes de captation de financement de la société financière? Est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Il y a toujours des choses à améliorer, et donc je sais que l'équipe va continuer à travailler pour améliorer ce que l'on peut faire. Mais quand on regarde nos activités en Côte d'Ivoire au cours des dernières années, on voit bien qu'on a fortement augmenté. On s'est très bien aligné avec le plan national de développement en termes de secteurs sur lesquels nous sommes concentrés. Nous avons apporté des innovations, et ça c'est très, quand on parle d'amélioration, c'est souvent des innovations, des nouvelles idées. Donc on a par exemple, c'est en Côte d'Ivoire que nous avons fait la première opération, une structure assez intéressante pour le financement des cliniques qui ont besoin d'acheter des équipements médicaux. Okay. Donc on a fait une sorte de mariage entre une institution financière, nous-mêmes et les cliniques, ce qui permet, si vous voulez, avec une ligne de partage de risque, d'accélérer le financement pour que les petites cliniques, les cliniques de taille moyenne puissent accéder à des équipements médicaux de façon pérenne. Donc c'est vraiment ce genre d'innovation que nous avons fait. La Côte d'Ivoire est notre plus gros portefeuille de la zone UEMOA, c'est vraiment le plus gros portefeuille que nous avons ici, et je le vois croître de façon très forte, donc je suis très confiant. Nous allons continuer à faire beaucoup ici, et je suis certain que les équipes vont apporter de l'innovation justement en travaillant avec d'excellents partenaires que nous pouvons trouver ici en Côte d'Ivoire. D'accord, vous allez continuer donc à faire beaucoup ici, mais j'ai envie de dire dans quel secteur, selon vous, quels sont les défis de la Côte d'Ivoire en matière de développement économique? Alors en termes de secteurs, donc comme je vous disais tout à l'heure, nous avions beaucoup épousé les secteurs du plan national de développement. Le gouvernement prépare maintenant un nouveau plan national de développement, donc je pense que ça va nous permettre de nous aligner sur ce nouveau plan de développement. Bon, je sais que le plan n'est pas finalisé encore, mais dans le cadre des consultations qui ont lieu, je crois comprendre qu'il y aura un fort rôle du secteur privé dans ce plan national de développement. Donc nous serons là pour soutenir ce secteur privé. Donc je vois beaucoup d'opportunités pour nous faire plus dans les secteurs. Et si vous voulez, les secteurs sur lesquels je pense qu'on devrait beaucoup se concentrer, c'est ceux qui créent de la valeur dans le pays. Donc, par exemple, quand on parle d'agriculture, la Côte d'Ivoire a un très fort potentiel qui est bien exploité, qui fonctionne très bien. Comment est-ce que l'on crée plus de valeur? C'est-à-dire, au lieu d'exporter des produits bruts, exporter des produits semi-finis, voire finis. Donc, tout ce qui est valeur ajoutée dans le secteur agricole est très important. Je pense que ce que nous avons signé, par exemple, sur le secteur de l'habitat, je pense que c'est un des secteurs sur lesquels il y a encore un besoin très considérable. Donc, si on arrive à prendre ce succès et le répliquer, en faire d'autres projets, ça sera quelque chose que nous voudrions faire. Je pense que nous allons continuer à être très présents sur le secteur de l'énergie pour soutenir, même si le développement est déjà très poussé, à maintenir la modernité du secteur, les rénovations nécessaires, etc., etc. Donc, nous allons continuer sur ce secteur-là. Et évidemment, je pense que l'axe qui va être un peu le chapeau de tout cela, c'est la question de l'emploi. Et donc, encore une fois, je reviens sur les PME qui sont quand même des motrices de la création de l'emploi en Afrique, donc de voir comment est-ce que nous pouvons faire plus avec elles, les soutenir plus, les soutenir mieux, et il y aura besoin d'innovation, d'autres idées, et je sais que nos équipes seront tout à fait ouvertes à les poursuivre. Vous nous parlez beaucoup d'innovation. Ce soir, on assiste à une transformation du secteur de la communication avec les technologies de l'information, avec l'intelligence artificielle qui prend de plus en plus de place et qui s'insère dans le quotidien, je vous ai dit des Africains, mais donc la place de l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est un secteur, c'est une thématique qui, selon vous, mérite une attention de la société financière internationale? Oui, tout à fait. Vous savez, quand on parle du secteur de l'intelligence artificielle et des nouvelles technologies en Afrique, il y a toujours deux écoles. Il y a ceux qui vous disent mais on va créer
un fossé encore plus grand entre des économies développées, les économies non développées ou en développement, etc. Et puis il y a ceux plus optimistes qui disent mais non, au contraire, il faut regarder que c'est une opportunité. Moi, je vois deux choses. Je vois d'abord en Afrique, et la Côte d'Ivoire n'est pas une exception, on a un continent jeune. Et les jeunes, c'est eux, les jeunes sont beaucoup plus ouverts à l'innovation technologique, au changement, à la différence que les gens de générations plus anciennes. Donc je pense que l'Afrique a un vrai potentiel dans sa jeunesse de développement de tout ce qui est intelligence artificielle, nouvelles technologies, etc. Moi, je vois des projets en Afrique extrêmement intéressants qui se développent. Quand j'ai commencé, je me suis quand même rendu compte assez rapidement que tout ce qui était venture capital, donc investissement à risque, etc., était très concentré sur quelques marchés en Afrique et pas beaucoup sur des marchés en francophone. Et depuis, je vois les choses bougent, et notamment ici en Côte d'Ivoire. Nous avons financé une entreprise tech ici, par exemple, qui fait du commerce en ligne. Et c'est intéressant parce que je voyais, c'est des entreprises elles commencent en Côte d'Ivoire et elles se développent, elles deviennent régionales, ça grandit très vite, ça a un potentiel très, très important. Donc nous, c'est un axe très important des interventions, tout ce qui est incubateur, développement de nouvelles idées. Et j'essaie à chaque fois que je voyage de rencontrer des groupes de jeunes, de voir comment est-ce qu'on peut les aider. Et c'est très intéressant de voir l'énergie qui existe. Et moi, je suis convaincu que l'avenir de l'Afrique viendra de ce côté-là. Et que répondez-vous à ceux qui ont des appréhensions, qui ont peur de ce que l'intelligence artificielle pourrait devenir un monstre qu'on ne pourrait pas maîtriser par la suite? Écoutez, le changement fait toujours peur, donc à tout le monde. Donc c'est important de dire, ok, regardons quelles sont les vraies craintes et et où est la réalité à côté de cela. Ce que l'on voit avec l'intelligence artificielle, c'est qu'il y a une capacité extraordinaire d'utiliser la technologie pour faire les choses bien. Je vais vous donner un exemple d'une société que l'on a soutenue ici en Afrique, qui est dans le domaine médical. Et comme vous le savez, le nombre de médecins par habitant en Afrique, le ratio est le plus faible au monde. Okay, et donc on peut passer, ce que le fondateur de cette entreprise nous a dit un jour, il a dit, vous savez, on peut passer beaucoup d'années à se dire, ok, on n'a pas assez de médecins, alors on va former plus de médecins, on va former plus de médecins, on va former plus de médecins. On forme les médecins, après ils s'en vont, ils partent ailleurs parce qu'ils sont mieux payés ici ou mieux payés là. Donc c'est un petit peu faire tourner sans arriver jamais au même but. Alors il a eu cette idée, ce fondateur d'entreprise, de dire, au lieu de vouloir multiplier le nombre de médecins, est-ce qu'on peut utiliser ce qu'on a en leur ajoutant un côté d'intelligence artificielle. Donc ce qu'ils font, si vous voulez, c'est que les gens vont en ligne mettre leurs symptômes de maladie, et le médecin, la première fois, voit ça et dit, voilà, ces symptômes-là, c'est telle maladie, voilà tel médicament. C'est fait une fois, deux fois, trois fois. L'intelligence artificielle enregistre tout ça. Donc au bout d'un moment, on se rend compte que sur 100 cas qui sont les mêmes symptômes, eh bien, le médecin recommande la même chose. Donc l'intelligence artificielle va dire, voilà, voilà les symptômes. Alors, dans l'entreprise, parce que ce sont des gens prudents, il y a toujours un médecin qui revoit le diagnostic final et la recommandation. Mais au lieu de faire tout le travail, le médecin ne fait qu'une révision rapide de la proposition donnée par l'intelligence artificielle. Okay. Avec un médecin, vous pouvez servir des milliers de personnes à travers cet outil-là. Moi, c'est ça, c'est là où je vois le potentiel de l'intelligence artificielle. Okay. Et ce qui est très important, c'est qu'elle soit aussi adaptée à l'Afrique. Donc, vous savez, l'intelligence artificielle, c'est l'accumulation de données. Il faut que ces données viennent de l'Afrique. Il faut que ce soit des données par rapport aux populations africaines, leurs habitudes de consommation, leurs habitudes de santé, leurs habitudes de dépenses et autres, de manière à ce que cette donnée soit bien adaptée au continent. Mais de notre côté, vous savez, de la SFI, depuis la pandémie, nous avons très fortement augmenté nos opérations dans tout ce qui est l'espace digital. Alors beaucoup évidemment sur l'infrastructure, parce que pour avoir accès à cette intelligence artificielle, il faut des infrastructures, il faut des câbles, il faut des pylônes de téléphone mobile, il faut des équipements, etc. Donc on a beaucoup investi là-dessus, mais on voit des groupes africains se développer, on voit les entreprises africaines se développer, et je crois vraiment que c'est l'avenir de l'Afrique. D'accord. J'aimerais qu'on aborde un secteur, un sujet qui m'intéresse particulièrement. On vous a écouté et on voit tout ce soutien de la société financière internationale au secteur privé en Côte d'Ivoire, mais un secteur privé où le taux de représentativité des femmes est très faible. Quelles sont les actions, qu'est-ce que vous faites pour promouvoir, vous, au niveau de la Société financière internationale, les PME dirigées par des femmes, on va dire, pour promouvoir les femmes dans le secteur privé dans notre pays? D'abord, je partage votre diagnostic, et malheureusement ce n'est pas que la Côte d'Ivoire, le rôle de la femme dans l'économie mondiale est encore
totalement en deçà de son potentiel. Donc, et malheureusement, la pandémie a aggravé cette situation. La pandémie de Covid. Le Covid, bon, ça, en fait, maintenant c'est 5 ans, Okay. mais on en paye les conséquences encore aujourd'hui. Donc, pour nous, c'était très important justement d'adresser ce problème, de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les femmes entrepreneurs à réussir, à avoir un meilleur accès au financement, à avoir un meilleur accès au réseau de connaissances, à la formation et au marché, n'est-ce pas? Donc vraiment, on a vraiment voulu se focaliser là-dessus. Donc par exemple, je vous parlais tout à l'heure de ces partenariats qu'on signe avec des institutions financières pour faire des financements de PME. Tous ces partenariats ont une composante de genre. Donc tous ces partenariats, on dit à une banque, si on vous met en financement 20 millions de dollars, eh bien, il y aura 20%, 30%, 40% qui sera dédié à des entreprises détenues par des femmes ou gérées par des femmes. Est-ce que c'est respecté? Oui, c'est respecté. Et on le vérifie après. Okay. Parce que si ce n'est pas respecté, eh bien, nous, on a comme tout accord financier, on a des mécanismes pour réduire le financement et ne pas recommencer la même chose. Mais ça, c'est important. Alors, ce qui est important aussi, c'est d'encourager les femmes à utiliser ces instruments. Parce que quand on va parler avec un banquier sur la place d'Abidjan, tous les banquiers veulent financer les femmes. C'est pas qu'ils ne veulent pas le faire, mais ils disent toujours mais on n'a pas assez de clientes qui viennent nous voir. Donc, vous pensez que le problème se trouve du côté des femmes? Non, je n'ai pas dit ça. Je pense que c'est un problème des deux côtés où il faut absolument travailler des deux côtés. Il faut aider les banquiers à mieux comprendre le marché féminin et à les encourager à avoir des produits dédiés pour la clientèle d'entreprises détenues ou gérées par des femmes. Et il faut travailler au niveau des clientes potentielles pour les aider à franchir la porte de la banque et de venir accéder au financement. Donc à la fois des questions, par exemple, souvent, j'allais dire, juste d'information, de leur dire, nous avons des lignes dédiées aux femmes, donc allez frapper à la porte de telle banque, telle banque, telle banque, et voyez ce que vous pouvez accéder. Les aider aussi en termes de préparer leur dossier. Ce n'est pas que les femmes qui ont des difficultés à avoir des financements. N'importe quel être humain qui va à une banque a besoin d'amener un dossier, un business plan, des comptes financiers, etc. Donc, comment est-ce qu'on peut les aider à préparer ça, à préparer leur entreprise pour être prêt ou prête à obtenir un financement bancaire. Donc ça, c'est important. D'accord. Donc on note que c'est pris en compte, donc le critère genre est pris en compte. Est-ce que ce soir, on pourrait donner des chiffres de nombre de femmes entrepreneurs qui ont pu bénéficier d'un financement? Alors, sur la Côte d'Ivoire, je n'ai pas le chiffre en tête exactement, mais je peux vous dire que sur les financements que nous faisons en Côte d'Ivoire, à peu près 20% des financements pour les PME sont pour des PME détenues par des femmes. L'autre aspect qui est important, si on regarde le nombre de prêts, ça va. Je vous disais tout à l'heure 330 000 prêts pour les toutes petites entreprises. Les toutes petites entreprises sont souvent des entreprises qui ont recours à la microfinance, et la microfinance, c'est souvent des femmes. La plupart des entreprises de microfinance avec lesquelles nous travaillons la majorité de leurs clients sont des femmes. Donc les chiffres peuvent être un peu décalés en termes de nombre de prêts par rapport aux montants qui sont financés. Mais c'est très important, c'est d'augmenter ça. Nous avons une initiative qui s'appelle She Wins Africa, où nous sélectionnons sur toute l'Afrique un nombre de femmes entrepreneurs à très fort potentiel. C'est un vrai concours avec, il faut présenter des dossiers, etc., etc. Et ensuite, ces femmes que nous sélectionnons tous les ans, il y en a une trentaine à peu près, nous les aidons au niveau de la formation, au niveau du networking, etc., pour que leurs entreprises puissent ensuite grandir. Et la plupart de ces femmes, on a commencé ça il y a maintenant 2 ans, chaque cohorte de femmes qui suit ce programme, on voit leur société grandir et c'est vraiment extraordinaire comme expérience. D'accord. Je rappelle que vous êtes en Côte d'Ivoire dans le cadre d'une visite d'adieu, de fin de mission, et on a parlé de vos actions pendant cette émission qui tire à sa fin. Quel message souhaitez-vous adresser aux dirigeants africains, aux jeunes entrepreneurs au moment où vous êtes en train de quitter la SFI? Écoutez, mon premier message est un message de gratitude pour le partenariat que nous avons établi, à la fois avec les autorités, mais aussi avec nos clients, avec les jeunes Africains avec lesquels nous travaillons. Donc un message de gratitude en mon nom propre et au nom de nos équipes, parce que nous ne sommes pas là pour venir dire il faut faire ci, voilà le financement, ça. Nous sommes là pour travailler avec vous, pour pouvoir comprendre quels sont les besoins de développement et voir comment est-ce qu'on peut vous aider à les remplir. Donc c'est vraiment un message de gratitude.
Pour les jeunes en particulier, je leur dirais, vous savez, le monde aujourd'hui est un monde qui présente un bon nombre d'incertitudes et en même temps qui a un très grand potentiel, surtout en Afrique. La population africaine est en forte croissance, une population jeune, une population dynamique, une population qui a des connaissances, des idées, qui a des ambitions. Moi, je dis à tous les jeunes qui viennent me voir, je leur dis, regardez vos rêves et allez-y, foncez, faites quelque chose. Et regardez des entreprises, des initiatives qui sont soutenues par le secteur privé. Il ne faut plus attendre un travail de l'État, un travail de fonctionnaire qui va venir parce qu'il n'y en aura plus beaucoup. Il faut surtout se focaliser sur quelles sont les capacités que nous avons, quelles sont les capacités que vous avez, vous les jeunes, et allez-y et foncez avec vos idées. Et je suis sûr que l'Afrique va se développer à travers ce genre d'initiative, et c'est par l'Afrique que l'Afrique se développera. Cette Afrique-là que vous aimez, hein, ça se sent. On sent que vous avez ce lien avec cette Afrique. Si je vous demandais de résumer en une phrase, mais vraiment en une phrase, votre passage en Afrique, quelle serait-elle? Ça, c'est difficile en une phrase. J'imagine. Écoutez, je dirais que ça a été à la fois ça a été une leçon d'humanité extraordinaire pour moi, de rencontrer des gens à travers le continent d'une diversité incroyable, d'une richesse incroyable. Et je pars de l'Afrique avec un bout d'Afrique dans mon cœur. D'accord. Et vous partez où? Je rentre dans mon pays, au Portugal, je serai à Lisbonne. C'est la fin du parcours professionnel ou vous quittez la société financière pour d'autres aventures professionnelles? Je quitte la société financière et je vais me reposer un peu et ensuite on verra. D'accord. Merci de nous avoir accordé cet entretien. Merci beaucoup, Evelyne. J'ai été très ravie de discuter avec vous des actions de la société financière en Côte d'Ivoire et on vous souhaite bon vent pour la suite de vos projets personnels. Donc, nous sommes à la fin de cet entretien de la rédaction de NCI. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité et très bonne suite au programme sur la nouvelle chaîne URL.